Mais au sommet, vous dites, lorsque vous avez rencontré Félix Tshisekedi, vous avez accepté de trouver un moyen de sortir de ces tensions. Très bien, parce que dans le Financial Times, on lui a posé la question à propos d'une guerre éventuelle entre la RDC et le Rwanda. Il a dit qu'on ne peut pas l'exclure si les actions provocatrices du Rwanda se poursuivent. C'est donc clairement une menace à peine voilée. Je n'aime pas beaucoup parler de manière aussi désinvolte de la guerre. Il vous l'a dit lorsque vous l'avez vu à Luanda. Non. Non, mais il l'a peut-être répété. Mais je l'ai lu dans le Financial Times. Tout ce que je dis, c'est que moi, je n'aime pas parler de manière aussi facile et désinvolte de la guerre. Je n'anticipe pas ces hostilités. Donc laissons ça de côté pour le moment. J'ai été en Angola pour m'assurer que tout malentendu, tout conflit, toute tension puisse être résolu de manière amicale et pas par la guerre. Oui, mais il a à maintes reprises dénoncé l'agression du Rwanda contre son pays. L'ambassade américaine à Kinshasa a affirmé il y a quelques jours qu'elle était très inquiète, je cite, par la présence signalée de troupes rwandaises en RDC. Les États-Unis sont un allié clé du Rwanda. Lorsqu'ils disent que vous êtes en RDC, quelle est votre réponse ? Moi, je réponds ceci. Je suis toujours surpris. Dans ces conflits, par exemple le conflit au Congo, les gens vont tout de suite accuser le Rwanda. Même les Américains ? Oui, tout le monde. Je parle de ceux qui font des accusations. Les accusations sont infondées ? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Le Rwanda est accusé par les États-Unis, par d'autres, mais on ne parle pas. Tout le monde. Personne ne parle. D'autres problèmes tels que le FDLR, qui est là depuis 25 ans. Quand on les entend porter ces accusations dont vous parliez, c'est un petit peu comme si le Rwanda semait toujours le chaos au Congo, ils font ceci, ils font cela, mais ils ne parlent pas du bombardement de notre territoire par l'armée congolaise. Les jeunes abonnés. C'est déjà bien, et à partir de là, on peut progresser pour aller plus loin, avoir des résultats tangibles. Cet épisode en Angola, c'était une étape dans la bonne direction, je crois. Le problème, c'est que lorsque vous parlez de résultats concrets, depuis cette réunion, il y a quelques jours, les combats ont repris dans l'est de la RDC entre le groupe de rebelles M23, le gouvernement de la RDC, qui accuse déjà le M23 et le Rwanda de ne pas avoir respecté leurs promesses. Je ne crois pas qu'il faille s'engager dans un jeu d'accusations respectives, s'accuser les uns les autres. Une partie accuse l'autre, ensuite c'est l'autre qui accuse la première. Je ne crois pas que les torts soient dans un seul camp, de manière générale. Mais peut-être qu'il fallait s'y attendre. Certes, on a discuté, on est tombé d'accord sur pas mal de choses, mais apparemment, sur le terrain, c'est autre chose. Et peut-être qu'on ne contrôle pas bien ce qui se passe. Et donc, les instructions, s'assurer qu'elles soient respectées, c'est peut-être ça le problème. Peut-être que ça prend du temps, un jour, 2 jours, une semaine, davantage. Le plus important, je crois, c'est que les dirigeants doivent s'entendre. Et puis,
Une fois qu'ils sont engagés, il faut s'assurer que ces instructions soient bien respectées. Oui, tout à fait, parce que un des points de cette feuille de route qui comporte 6 points élaborés à Luanda, un cessez-le-feu immédiat des hostilités par le M23, le retrait aux positions prises ces dernières semaines ou mois, eh bien, ils ont d'ores et déjà dit que la réunion n'est qu'illusion, ils ne se sentent pas liés par cette réunion, alors c'est peut-être un problème de communication ou c'est peut-être un problème plus large parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui a été décidé. Je voudrais simplement faire une petite correction. Moi, j'aurais cru que c'était évident, mais quand même. Quand il y a des combats, il y a différentes parties qui se battent. Ce n'est pas une seule partie. Donc, quand on parle d'un cessez-le-feu, eh bien, c'est un cessez-le-feu entre les parties qui se battent entre elles. Ce n'est pas seulement le M23, c'est les parties, le M23 et ses adversaires. C'était la correction que je voulais apporter. Donc, les militaires congolais. Quand je parlais, je disais qu'il fallait traduire ces instructions sur le terrain, que ça prenait du temps. C'est parce que vous avez toutes ces parties, toutes ces forces qui se battent entre elles. Et peut-être que là, certes, elles reçoivent des instructions, mais un peu de travers, elles sont déformées. C'est pour ça que je disais que ça prend un peu de temps. Mais je crois qu'il faut néanmoins aller de l'avant et s'assurer que ces instructions soient bien respectées concernant le cessez-le-feu. Dans d'autres circonstances, qu'est-ce qu'on ferait? On enverrait des gens sur le terrain pour s'assurer précisément que le contenu des conversations soit bien mis en œuvre. Mais ce n'est pas le cas actuellement. C'est compréhensible. Mais au sommet, vous dites, lorsque vous avez rencontré Félix Tshisekedi, vous avez accepté de trouver un moyen de sortir de ces tensions. Très bien, parce que dans le Financial Times, on lui a posé la question à propos d'une guerre éventuelle entre la RDC et le Rwanda. Il a dit qu'on ne peut pas l'exclure si les actions provocatrices du Rwanda se poursuivent. C'est donc clairement une menace à peine voilée. Je n'aime pas beaucoup parler de manière aussi désinvolte de la guerre. Il vous l'a dit lorsque vous l'avez vu à Luanda. Non. Non, mais il l'a peut-être répété. Mais je l'ai lu dans le Financial Times. Tout ce que je dis, c'est que moi, je n'aime pas parler de manière aussi facile et désinvolte de la guerre. Je n'anticipe pas ces hostilités. Donc laissons ça de côté pour le moment. J'ai été en Angola pour m'assurer que tout malentendu, tout conflit, toute tension puisse être résolu de manière amicale et pas par la guerre. Oui, mais il a à maintes reprises dénoncé l'agression du Rwanda contre son pays. L'ambassade américaine à Kinshasa a affirmé il y a quelques jours qu'elle était très inquiète, je cite, par la présence signalée de troupes rwandaises en RDC. Les États-Unis sont un allié clé du Rwanda. Lorsqu'ils disent que vous êtes en RDC, quelle est votre réponse? Moi, je réponds ceci. Je suis toujours surpris. Dans ces conflits, par exemple le conflit au Congo, les gens vont tout de suite accuser le Rwanda. Même les Américains? Oui, tout le monde. Je parle de ceux qui font des accusations. Les accusations sont infondées? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Le Rwanda est accusé par les États-Unis, par d'autres, mais on ne parle pas. Tout le monde. Personne ne parle. D'autres problèmes tels que le FDLR, qui est là depuis 25 ans. Quand on les entend porter ces accusations dont vous parliez, c'est un petit peu comme si le Rwanda semait toujours le chaos, au Congo, ils font ceci, ils font cela, mais ils ne parlent pas du bombardement de notre territoire.
par l'armée congolaise. Il ne parle pas des incursions en novembre 2019 par le FDLR qui a envahi une partie de notre pays et a semé le chaos. Si on parle de provocation, ils ont fait ces incursions dans nos populations. Et ça, j'entends bien ce que vous dites. Vous le comprenez vraiment? Eh bien, si vous le comprenez, dans ce cas-là, il faudrait... Non, mais ça ne répond pas à la question. Y a-t-il des troupes rwandaises en RDC? Il y a peut-être d'autres questions, on va y venir. C'est un des points de la feuille de route. Niez-vous qu'il y ait des soldats rwandais sur le sol de la RDC, comme l'affirment les Américains? Eh bien, moi, je vous dirais ceci. Quand il y a tellement de partis qui composent, qui participent à ce problème et qu'on insiste pour ne parler que de l'un d'entre eux, c'est vous qui avez le problème, plutôt que celui que vous accusez. Et ça répond à votre question. Vous évoquez le FDLR. Vous en parlez depuis de nombreuses années. Alors, un des points de cette feuille de route qui comporte 6 points, c'est de vaincre le FDLR et les groupes dissidents. Alors, bien entendu, compte tenu du fait que ça dure, vous le dénoncez depuis des années, pensez-vous que sur ce point-là, il y a de réels progrès ou de simples paroles en l'air? Moi, j'attends du progrès. C'est ça le principal. Mais il y a aussi une autre question dont on a déjà parlé, je crois. J'en ai parlé. Nous en avons parlé. Depuis tant d'années. Mais pourquoi est-ce que les gens ne nous écoutent pas? À chaque fois, c'est un autre problème, mais pas celui-là. Alors, est-ce que les partis ont décidé que ce problème devrait rester figé, ad vitam aeternam, et s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de conséquences? De conséquences de l'action de ce FDLR qui effectue des incursions au Rwanda? Est-ce que vraiment c'est ce qu'ils pensent sérieusement? Qu'en est-il des affirmations répétées par les autorités congolaises selon lesquelles le Rwanda soutient le M23? Elles disent, Félix Tshisekedi indique dans le même entretien, c'est que si le Rwanda ne l'avoue pas, il y a des intentions cachées. C'est une longue histoire. Tout d'abord, le M23, ce n'est pas le problème du Rwanda. Ce ne sont pas les Rwandais. Nous, on n'a pas besoin d'eux pour quoi que ce soit. Deuxièmement, l'histoire du M23 est bien connue. On en a parlé avec le président Tshisekedi, avec le gouvernement notamment. Et ce ne sont pas des gens qui sont venus du Rwanda. Alors, pourquoi est-ce qu'on va mélanger ce problème du M23 avec le problème du Rwanda? J'en sais rien. Parce que eux affirment que vous les soutenez financièrement, militairement, qu'ils sont des armes bien plus puissantes. Même l'ONU le dit. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent. S'agit-il de mensonges? Vous le niez catégoriquement? Je ne voudrais pas qu'on s'apesantisse trop là-dessus parce qu'on n'a pas tellement de temps. C'est un problème complexe, je vous en ai parlé, je vous ai dit, il y a beaucoup de partis qui participent. Et puis en prendre une seule de ces partis et dire que c'est le Rwanda qui est en tort et dire c'est au cœur du problème. Et les autres problèmes, le FDLR, comment protéger notre territoire des incursions du FDLR qui travaille avec le gouvernement du Congo, la MONUSCO qui soutient le FDLR, en sachant très bien qu'ils travaillent avec les autres. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça? Moi, je vous pose des questions, des accusations qui vous ont été adressées au Rwanda. Mais ce n'est pas que de ça qu'il s'agit. On continue de parler du Rwanda. Mais ce n'est pas seulement ça. En 2013, si je me souviens bien, vous avez reçu un appel à l'époque du président Obama à propos de cette question. Avez-vous reçu des appels du président Biden, du secrétaire d'État Blinken pour calmer la situation ces derniers jours? De préférence pas, parce que ça ne mènerait à rien. Qu'ils appellent ce qu'ils veulent, qu'ils m'appellent moi, et peut-être que quelqu'un leur donnera la réponse qu'ils recherchent.
Voici ce que je dis. En fait, on n'a besoin que d'une logique simple, on a besoin de raisonner. Ce problème, on l'a déjà connu en 2012, 2013, et on le retrouve 10 ans plus tard. Qu'est-ce qui a mal tourné d'après vous? Je voudrais que quelqu'un me dise pourquoi. Ce problème, en fait, d'après moi, c'est un problème qu'on peut résoudre facilement. Pourquoi est-ce que ça reste pendant 10 ans, ça revient? En fait, une partie du problème, on la connaît depuis 25 ans. Et la communauté internationale, en fait, tout le monde, a dépensé tellement d'argent à en parler de ce problème, en disant « c'est le Rwanda ». Et puis on le retrouve, ce problème, en 2022. Pensez-vous vraiment que ce soit le Rwanda qui soit incriminé? On peut voir que le problème gît ailleurs. En RDC. Et même la communauté internationale prétend essayer de résoudre ce problème, mais en fait, ça ne sert à rien. Toute dernière question, vous avez été élu en 2000, donc 22 ans au pouvoir. La prochaine élection est prévue en 2024. Vous n'avez pas encore dit si vous serez candidat. Allez-vous y songer? Je suis prêt à me porter candidat pendant 20 ans encore. Il s'agit d'élections. C'est de ces contradictions, de cette hypocrisie que je voulais parler. Il pourrait y avoir une limite sur les mandats, par exemple. Mais il s'agit pour les gens de choisir. Tout à fait, lorsqu'elles sont libres et équitables. Et c'est de ça qu'il s'agit dans toutes les critiques que vous avez évoquées. Personne n'a jamais dit que les élections n'étaient pas libres et équitables. Vous en avez entendu parler ailleurs et les gens n'en parlent pas. Même chez des gens qui se plaignent de nous. Actuellement, il y a ce genre de sale affaire qui se produit dans les pays développés, au cours d'élections. Il n'y a pas si longtemps, il y avait une affaire dans une grande démocratie. Aux États-Unis, oui. Écoutez, je crois que les gens doivent décider pour eux-mêmes ce qu'ils veulent faire. Vous voyez, vous avez vos propres problèmes que les gens pourraient mettre en cause, et puis ensuite, vous voulez me dicter ma conduite. Mais les élections, ce sont les gens qui choisissent. Eh bien, on ne peut pas répondre à tout ce que dit tout le monde. Il y a des exagérations, des fabrications, ou des gens qui fuient leurs propres difficultés, et ce, en faisant porter la responsabilité à d'autres. Et c'est ce qui semble être le cas ici. Eh bien, je ne souhaite pas évoquer ce sujet en laissant de côté ce qui se passe réellement sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe dans l'Est du Congo? Il faut que tout cela soit bien compris, y compris par l'homme qui mène le Congo, qui le dirige, et qui semble avoir une mémoire sélective quant à ce qui se produit sur place. Il y a en effet au Rwanda, je le dis bien, 100 000 réfugiés, et il en arrive sans cesse. La plupart d'entre eux sont présents au Rwanda depuis plus de 20 ans, et ils sont associés étroitement au problème en question. Ce sont des gens qui ont perdu leur propriété, leurs terres, des gens qui ont perdu des proches, des amis, et ce, dans l'Est du Congo. Pourquoi? Car ils sont qui ils sont. Je peux vous dire, c'est une image inversée de ce qui s'est produit au Rwanda en 1994. Et cela s'est reproduit depuis plusieurs années au Congo. Et il y a 100 000 réfugiés
au Rwanda, il y en a 3 ou 4 fois plus en Ouganda, et il y en a d'autres dans d'autres pays. Ce sont des gens qui ont été chassés de leur pays, chassés de leur propriété, privés de leurs droits, leurs vies ont été détruites, car ce sont des Tutsis. Les Tutsis du Congo doivent être traités comme les Tutsis du Rwanda en 1994. Quand on voit les alliances qui sont faites dans l'est du Congo, au Burundi, et les annonces faites par l'homme qui nous accuse lui-même, publiquement, via un certain nombre de plateformes médiatiques, il y a des discours de haine, un soutien au FDLR qui tue des Rwandais au Rwanda, de manière commune en RDC. Et si on l'ignore et qu'on accuse de cela d'autres personnes, eh bien je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête. Vous voulez dire qu'il n'est pas rationnel? Et qui pense qu'il est rationnel sur ce point. Je ne sais pas. En ce qui nous concerne, le Rwanda, nous avons été très clairs. Il y a des processus dans notre région. Il y a le processus de Luanda en Angola. Il y a eu le processus de Nairobi au Kenya. Il y a eu d'autres efforts entrepris pour tenter de résoudre cette crise. Mais rien ne marche, n'est-ce pas? Oui, mais encore une fois, en ce qui nous concerne, le Rwanda, nous avons toujours été présents, nous avons toujours contribué autant que nous le pouvions pour que tout cela fonctionne. Mais il semble que la RDC ait d'autres idées. Le président de la RDC a invité la communauté des États d'Afrique de l'Est à inviter des forces. Le lendemain, il les a expulsés, puis il a invité d'autres groupes qu'il a sélectionnés pour l'aider en pensant que ces forces allaient se battre pour lui. Il a fait intervenir la SADC tout en faisant en sorte que les forces burundaises restent présentes sur le sol congolais. Donc toutes ces choses sont très confuses, mais elles sont rendues confuses précisément par ceux qui se plaignent des difficultés. Vous êtes toujours prêt à le rencontrer malgré tout ce que vous venez de dire? Pour moi, c'est lui qui met des conditions. Moi, je n'ai jamais mis de conditions avant de le rencontrer. Je l'ai invité à Luanda pour avoir des discussions sur l'est du Congo et sur la situation générale entre le Rwanda et la RDC. Il y a eu des rencontres au niveau ministériel. Elles auraient dû servir de réunion préparatoire à notre rencontre. Vous pouvez demander aux Angolais, j'ai toujours été prêt. Est-ce que vous êtes toujours prêt? C'est ça ma question. Ou alors c'est trop tard et la confiance est brisée? Je ne crois pas que cette question soit très importante, puisque je vais simplement répéter ce que je vous ai déjà dit. Et vous me faites répéter. Je vous l'ai dit, j'ai toujours été prêt. Donc si je vous le dis, si je n'étais pas prêt, je vous dirais que je ne suis pas disposé à le faire. Mais je ne vous l'ai pas dit. Pourquoi le Rwanda serait-il en RDC? Il faut poser cette question. Pourquoi le Rwanda soutiendrait-il le M23? C'est ce à quoi il faut répondre pour comprendre le problème et le résoudre. Il faut comprendre ce qu'est le M23. D'où vient le M23? Le Rwanda n'a pas créé le M23. C'est ce que dit pourtant la communauté internationale. Créer le M23? Non, je ne crois pas avoir déjà entendu cela. Ils affirment que nous soutenons ce mouvement. Pour moi, la question, c'est de savoir pourquoi on soutiendrait une entité qui existe tout d'abord. Elle existe, c'est un fait. Quelle est déjà la raison de ce problème-là? La communauté internationale est là, et sous prétexte qu'elle dit quelque chose, il ne faut pas l'accepter en l'espèce. Il faut s'en tenir aux faits, et c'est ce que nous disons. Comment expliquer que nous ayons des réfugiés, 100 000, sur notre sol, des gens persécutés dans l'est du Congo en raison de leur identité. Et maintenant, on veut en faire des citoyens rwandais alors qu'ils sont congolais.
et qu'il y a des accusations, Je vois ce que... pouvez-vous répondre à ma question? Je ne suis pas obligé de répondre à vos questions si vous ne répondez pas aux miennes. Et c'est ce que je dis aux pays occidentaux et à tous ceux qui soulèvent ce problème en le sortant de son contexte. On ne peut pas prendre toute cette situation compliquée et la réduire à une accusation contre le Rwanda en disant qu'il est présent dans l'Est du Congo. Je le refuse. Parlons des causes sous-jacentes. Nous l'avons dit publiquement. Cela n'est pas un secret. C'est une menace dans la mesure où le Congo ignore les problèmes de ses citoyens. Il les prive de tous leurs droits, il les tue, il les persécute. Il y a des discours de haine, il y a une idéologie générale. Il y a ces persécutions, car on subit en 1994, il y a le soutien aux FDLR qui sont des forces génocidaires qui sont présentes au Congo depuis plus de 30 ans. Que demande la communauté internationale? Quels sont les enjeux soulevés ici? Elle demande au gouvernement de régler le problème, de se distancer avec ce groupe. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut-il les supplier de le faire? On supplie les Congolais de le faire? En d'autres mots, on dit aux Congolais, oui, vous pouvez vous attaquer à ce problème si vous le voulez, mais si vous ne le faites pas, on est tout de même à vos côtés. Est-ce qu'on en est là? Pour nous, la question qui se pose, c'est, la situation est-elle une menace pour nous? Absolument. Faut-il réagir d'une manière que nous pensons appropriée? Absolument. Vous avez fait référence aux questions soulevées par le président Tshisekedi. Il vous a dit, à vous et à d'autres, dernièrement encore, un certain nombre de choses. Il a dit qu'il fallait que la guerre soit portée sur le sol rwandais, renverser le gouvernement et ainsi de suite. Si quelqu'un dit ça, dans une situation de cette nature, eh bien, d'un côté, on peut penser que cette personne est en train de bluffer ou qu'elle n'a rien d'autre à dire. Mais d'un autre côté, au regard de notre situation, de notre expérience, de notre histoire, rien n'est considéré comme acquis. Donc, vous êtes prêt à vous battre si nécessaire? Que ce soit la situation dans l'Est du Congo, que ce soit tout ce qui peut déborder sur notre territoire ou quoi que ce soit d'autre, nous sommes prêts à nous battre. Nous sommes là où nous en sommes, car nous avons combattu pour nos droits et pour nos vies. Et cela ne fait aucun doute. Nous n'allons pas reculer, être dissuadés si quelqu'un nous menace. Cela n'est pas un secret. Nous sommes prêts à nous battre. Est-ce que vous croyez... Je vais vous dire une bonne chose. Au regard de notre histoire, au regard de tout ce dont nous parlons, nous avons été façonnés par les difficultés, par les injustices, quel qu'en ait été l'auteur, et nous n'avons peur de rien. Les élections sont... Une position qui existe, même si elle est limitée, même s'il y a peu d'opposants. J'ignore s'il y a un nombre minimal, contrôlé ou pas, mais il faut comprendre le processus. Si vous voulez comprendre ce qui se passe au Rwanda, il faut comprendre le processus. Et notre processus n'est pas différent d'autres processus électoraux dans le monde. Mais tout de même, être élu... La situation et le contexte sont différents. Cela ne me gêne pas que quelqu'un soit élu avec 15%, si cela est acceptable dans tel ou tel contexte. Pourquoi donc être gêné par le fait que quelqu'un soit élu à 90% si cela correspond à ce contexte? Il s'agit, in fine, d'un contexte donné, et c'est le contexte qui définit la situation. Il y a eu une série... Ici, les gens n'essayent pas d'être justes ou corrects. Il n'y a même pas eu d'enquête sur ce que vous évoquez. En vérité, cela montre d'où les gens parlent. Il y a cette attitude d'arrogance, il y a cette attitude, au moment même où nous sommes en train de nous parler, des journalistes de ces pays-là s'en prennent à moi, m'insultent, me crachent au visage, pour ensuite être considérés comme des héros. Vous niez donc toutes ces allégations? Non, répondez à ma question. Je ne suis pas là devant vous
pour répondre à des allégations. Vous n'êtes pas le procureur et je ne suis pas l'accusé. Nous sommes en train de réfléchir. Nous sommes en train de réfléchir au journalisme, à la politique. Et tout cela doit être enraciné dans des faits, dans des preuves. Vous êtes arrivé ce lundi 18 novembre à Kanyama Kasese pour une visite au travail et d'inspection du programme. À l'aérodrome de Kasese, le chef de l'État a été accueilli au pied de l'avion par le commandant du service national, le général Kasongo Kabwit, et quelques notables et autorités du Haut-Lomami, en l'occurrence le gouverneur Banza Mouloumé. Le chef de l'État a aussi salué sur place les vice-premiers ministres et ministres qui ont effectué les déplacements de Kanyama Kasese. De l'aérodrome, le cortège présidentiel s'est dirigé vers le centre d'encadrement et d'instruction baptisé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans ces centres que les jeunes appelés Kuluna sont accueillis pour leur instruction et leur apprentissage de métier. Après le passage des troupes en revue, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC, de la police nationale et du service national, s'est installé dans la tribune d'honneur. Aux nouveaux jeunes hébergés au centre, 4000 au total, le président de la République a exprimé tous ses encouragements à persévérer dans la nouvelle voie d'apprentissage de l'amour du prochain et l'amour de la patrie. L'État congolais ne vous oubliera jamais, leur a rassuré le commandant suprême des forces armées de la RDC, de la police nationale et du service national. Passage Nabino na centre Oyo. Et pour permettre Bino Oyo pour la misala, il y a Ndege na Ndege. Bozwa expérience, Simana Yango, Boko Nantela Nabino, il y a Boko Misabi. Boko Bala, Boko Bota, Boko Polisa, Oya Bino Bana, à Congolais, Oyo Bakoya, pour remplacer Bino, Tango, Boko Yenga. De Tina, il y a service national. Et pour la Kisabino, Namu, Bolingo, il y a Mboka Congo. Et pour la Kisabino, Ibeko, il y a Ekolo Nabiso. Et pour la Kisabino, Bolingo, il y a Congolaise, na Congolais. Dans son mot de bienvenue, le général Kasongo a vivement salué la visite du président de la République qui, selon lui, marque un tournant dans le développement du service national et des objectifs lui assignés. Grâce à la vision et au leadership du chef de l'État, des jeunes dangereux, marginalisés par la population, sont aujourd'hui des patriotes et des travailleurs au terme de leur encadrement, a souligné le commandant du service national qui s'est aussi apaisanti sur l'accroissement de la production agricole à Kanyama Kasese grâce aux gros engins mis à la disposition du service. Diversifier les ressources de relance d'économie de la RDC, longtemps basée sur les minéraux, c'est le pari que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de relever. Les bâtisseurs se déploient déjà dans différentes provinces. Véritables bâtisseurs, ils ont appris, outre la production agricole, les métiers de construction d'infrastructures et des menuiseries notamment. La symbolique est simple et forte. À travers ce geste, le chef de l'État relance officiellement la production des zinc à l'entreprise minière Kipushi Corporation, Kiko, située à 30 km de Lubumbashi. Après 33 ans d'inactivité, la mine la plus profonde de l'Afrique centrale est de nouveau opérationnelle. Fruit d'un partenariat qui découle d'une jointe venture entre la Gécamine et les géants miniers Ivanhoe Mines, les gisements de la mine sous-traîne de Kipushi refait surface sur l'échiquier international. L'heure est à présent à la production, comme l'a constaté le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame et de nombreux officiels lors de cette visite guidée.
45 000 tonnes de minerais de zinc sont produites mensuellement et Kiko réalise par ailleurs une production annuelle de 540 000 tonnes et entend augmenter graduellement sa production d'ici le premier trimestre de 2025. Ces explications ont été données lors des différents discours prononcés à cette occasion. Dans le cadre social, l'entreprise devra contribuer énormément au progrès des entités affectées à travers différents projets communautaires. Cette activité va créer beaucoup d'emplois et cet emploi sera, je dirais, offert aux communautés locales. Donc là, c'est un élément très important. Mais également, sur les aspects de maximisation de recettes, nous pouvons assurer que cette usine payera les droits et taxes qui doivent être faits et cela va contribuer davantage au niveau du budget national. L'espoir de tout Kipushi repose sur cette compagnie et voilà qui explique la mobilisation pour cet événement. Très heureuse, cette population qui n'avait jamais vu un chef d'État dans ces territoires depuis 22 ans est venue massivement dire merci aux premiers citoyens du pays pour la matérialisation de ce projet. Et pour mieux communier avec cette population, c'est au stade de l'OUA que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à ses compatriotes. L'emploi des jeunes, la relance de l'entreprise Kiko, la situation sécuritaire du pays et la question de la révision ou du changement de la Constitution ont été abordés. Au sujet de la révision ou du changement de la Constitution, comme à Lubumbashi, le garant de la nation a confirmé qu'il mettra en place l'année prochaine une commission chargée de réfléchir sur la Constitution. Je redis ici ce que j'ai dit hier. L'année prochaine, dès que le moment arrivera, nous allons mettre sur pied une commission qui va se pencher sur l'examen de cette Constitution et ensuite proposer dans un premier temps aux élus ce qu'il y a lieu de faire, quitte à arriver jusque même à la consultation populaire. C'est par un appel à la mobilisation générale pour barrer la route à ceux qui veulent s'ériger en obstacle pour le développement du pays que le chef de l'État a conclu son meeting. Un week-end pas comme les autres à Lubumbashi. La ville était ce samedi dans un état de vive effervescence. Sur les grandes artères, c'était la ruée vers l'aéroport international de Luano. L'événement, c'est l'arrivée dans les minutes qui suivent du président de la République. Des membres du gouvernement, ceux du cabinet du chef de l'État et toute la notabilité locale, conduite par le gouverneur de province ainsi que les forces vives amassées au tarmac, ont salué le chef de l'État, accompagné de la distinguée première dame, à leur descente d'avion. Comme il fallait s'y attendre, un bain de foule a été offert au couple présidentiel au sortir des installations aéroportuaires. Cette procession se poursuivit jusqu'à la place de la Poste, noire de monde. C'est ici que le premier citoyen du pays s'est adressé aux Louchoises et Louchois. Introduit par le gouverneur de province Jacques Kiaboula, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a avant tout remercié la population pour l'accueil chaleureux. Il a ensuite rappelé et déroulé ces 6 engagements majeurs qui forment le contrat qu'il a conclu avec les Congolais. Au milieu de son meeting, il est interrompu par la population favorable à une révision ou un changement de la Constitution, lui demandant par ailleurs d'aborder cette question. Sans mettre des gants et sur un ton ferme, le garant de la nation a fait savoir que personne n'échangera son avis sur cette question. Il a par ailleurs mis en garde tous ceux qui voudraient manipuler la population. Il y a des pièges dans cette Constitution. Et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui, rentrent dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette Constitution à l'article 217. On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça?
Pour conclure, le président de la République a circonscrit l'objet de sa visite d'inspection dans le Haut-Katanga. Il devra lancer ce dimanche 17 novembre à Kipushi la production des zinc à la mine de Kiko, Kipushi Corporation, et l'inauguration lundi à Lubumbashi du nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Permettez-moi de dénoncer la manipulation et le danger de certains discours qui sont même prononcés par des personnes qui normalement devraient être au milieu du village. Je suis très inquiet quand j'entends des ministres de Dieu sortir des énormités pour dire que les Congolaises et les Congolais n'ont pas le droit de réfléchir sur le bien fondé de leur constitution. Quel est ce peuple qui n'a pas le droit de se remettre à un moment donné de sa vie en question et de redéfinir ses orientations? Ce que j'ai dit à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec un quelconque troisième mandat. Mais vous avez entendu que cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer, qui avait mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections, cette fameuse opposition cherche à manipuler la population en disant non au troisième mandat. Qui leur a parlé de troisième mandat?